Ok, donc on va finir sur cette histoire d'inférence. Donc on a vu l'histoire du maximum de vraisemblance qui peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait qui marche tout le temps et qui en plus donne des résultats qui sont assez naturels. Je vais vous parler d'un autre estimateur qui est potentiellement beaucoup plus simple à comprendre, mais qui en fait a un certain nombre de difficultés par moment. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce dont on va parler maintenant. Donc je rebascule sur mes slides. Donc on va commencer par ce que j'appelle le cas simple, c'est-à-dire pour faire simple, le cas où on a un paramètre univarié. D'accord. Donc on a un seul paramètre à estimer. Je suppose que j'ai des observations, là encore y, qui suivent une certaine loi Fθ, et je suppose que θ dépend d'un seul paramètre. Okay. Enfin, d'un paramètre unidimensionnel θ. Donc, je reviens sur ce que je disais dans les petites histoires de proba. On a un modèle probabiliste. Par exemple, je suppose que la durée de passage entre deux bus suit une loi exponentielle. Et il y a un paramètre θ. Et je vous rappelle que pour une loi exponentielle, le paramètre naturel, c'est 1 sur l'espérance. Voilà. Donc, on a un lien entre le paramètre θ, tel qu'il existe, et l'espérance. Donc, je suppose que l'espérance de y, c'est une certaine fonction de θ si jamais les y suivent une loi Fθ. D'accord. Donc, ce n'est pas une hypothèse qui est trop forte, c'est juste de dire. En fait, je m'autorise même le cas général. Je ne dis pas que θ correspond à mon espérance, je dis juste que c'est lié à mon espérance et que je peux en déduire. Enfin, que plutôt, si jamais vous me donnez θ, je peux vous donner l'espérance de la variable sous-jacente. Okay. Donc l'exemple, c'est ma loi exponentielle. Si jamais j'ai un paramètre qui vaut 5, alors c'est que l'espérance, c'est un cinquième. Voilà. C'est une expression très simple. Donc la fonction m, c'est la fonction inverse. Pour les cas les plus simples, c'est genre la loi normale. Mu, c'est l'espérance. Voilà. Donc dans les cas simples, il n'y a pas de souci. θ correspond à la moyenne. Il y a des cas où c'est parfois un peu plus tordu. Et ce qu'on va juste dire, c'est on a l'espérance de y qui est une fonction de θ. Dans ces cas-là, on aura envie de dire que la y bar, ça va être la même fonction qui est prise en θ chapeau. Okay, donc on va juste se dire qu'on peut répliquer ce qu'on observe sur les versions probabilistes avec ce que j'observe sur mes données. Ce que ça veut dire, c'est que je vais trouver la loi, enfin plutôt, je vais trouver le paramètre de ma loi tel que l'espérance corresponde très exactement à la moyenne empirique. Okay. Si jamais le nombre de visites chez le médecin par an suit une loi de Poisson, que j'observe 2,57 visites chez le médecin par an, dans ces cas-là, je vais me dire que comme l'espérance, c'est égal à mon paramètre θ, qu'en moyenne, j'ai observé 2,57, cet objet-là, comme j'ai une correspondance directe entre l'espérance et θ, je devrais avoir la même correspondance entre mon estimateur et ma moyenne empirique. C'est exactement ça qu'on va dire. Okay. Donc je vais dire tout simplement, θ chapeau, ça vaut 2,57. C'est aussi simple que ça. Donc formellement, ça veut juste dire que si jamais j'appelle M la moyenne M chapeau, la moyenne de mes observations. Alors j'introduis cette fonction M parce qu'en fait, on va le faire de manière plus générale par la suite et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc si jamais j'ai ma moyenne empirique, ce que je suis juste en train de dire, c'est que je veux que la moyenne de ma distribution avec ce paramètre θ chapeau corresponde très exactement à la moyenne empirique. C'est exactement ce que je vous disais quand je vous disais je veux que la moyenne de ma distribution Fθ chapeau me donne très exactement la moyenne X bar que j'obtiens ou Y bar que j'obtiens dans mon échantillon. C'est juste ça qu'on est en train de dire. C'est finalement un estimateur naturel en un sens. D'accord. Je suis juste en train de vous dire que je veux que la moyenne empirique corresponde enfin plutôt que la moyenne théorique que j'aurai compte tenu du fait que j'ai une loi de Poisson ou une loi de ce que vous voulez, ça me donne très exactement la valeur que j'obtiens dans mon échantillon. Vous avez une moyenne de 1,56, vous trouvez le paramètre qui vous donne très exactement, pour votre variable aléatoire, pour votre modèle probabiliste, une espérance de 1,56. Okay, c'est juste dire la moyenne de ma loi théorique doit correspondre à l'espérance que j'observe sur mes données. Okay, donc simplement, θ chapeau, ça va être m-1 de x bar. Donc si jamais m, c'est la fonction d'identité, donc pour faire simple, si jamais je suis dans le cas où, je vais faire ça un tout petit peu, mais si jamais je suppose que l'espérance de y, c'est θ, dans ces cas-là, je vais juste dire θ chapeau, c'est y bar. Point barre. C'est tout. C'est juste ça qu'on est en train de dire. Okay. Alors pourquoi je fais un peu plus compliqué? Je fais un peu plus compliqué parce que, 1, il n'y a aucune raison pour que ce soit θ.
Prenez le cas de la loi exponentielle, c'est 1 sur θ. Okay, autre exemple, par exemple, on va le faire dans un instant, la loi uniforme. Alors, je vais vous faire 2 exemples rapidement. Je vais faire un exemple qui ne marche pas, juste pour vous compreniez qu'il y a un petit souci. Mais par exemple, l'espérance d'une loi uniforme sur 0θ. Okay, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a une loi uniforme sur AB, okay, bah, en moyenne, on se trouve à la moitié, c'est-à-dire en A plus B sur 2. D'accord. Donc, si je suis sur l'intervalle 0θ, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'espérance de cette variable-là, l'espérance de cette variable y, ça vaut θ sur 2. Okay. Donc, comment est-ce que je fais pour récupérer mon estimateur? Bah, c'est facile, θ chapeau, ça vaut 2 fois y bar. Okay. Tout simplement parce que si jamais je regarde l'espérance que j'aurai avec cette distribution-là, j'aurai 2 fois, j'aurai exactement mon paramètre θ. Donc, ça marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, supposons un cas bizarre. Et c'est pour ça que je vais arriver au cas général. Supposons que je m'intéresse non plus à une variable uniforme sur 0θ, mais sur moins θ. Ben, l'espérance, elle vaut 0. Donc en fait, le moment, il me sert strictement à rien. Et donc, il va falloir que j'aille un peu plus loin. En particulier, là, il va falloir que j'utilise autre chose. Donc, je pourrais prendre la valeur absolue, je pourrais prendre le carré. Alors, ce qu'on va dire assez naturellement, c'est de dire je vais prendre le carré parce qu'en fait, ça correspond à une variance. Et donc, je vais dire, je vais plutôt chercher le paramètre θ qui va me donner la bonne variance. OK. Donc, ce théorème-là marche bien à condition que l'espérance soit une fonction de θ. Il y a des cas pour lesquels ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. L'espérance ne dépend pas du tout de θ parce que quelle que soit la valeur de θ, j'ai toujours la même espérance qui vaut 0. Donc ça ne marche pas. Donc il va falloir que j'aille un tout petit peu plus loin. Donc c'est ce que j'appelle le cas général. Le cas général, ça va être de se dire, supposons que j'ai une distribution possiblement avec plusieurs paramètres. Okay. Donc je vais appeler MK les fonctions qui vont me donner les moments. Donc les moments, je vous rappelle, le moment d'ordre 1, c'est l'espérance de Y. Le moment d'ordre 2, c'est l'espérance de Y à la 2. Le moment d'ordre 3, c'est l'espérance de Y à la 3. Et donc, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, je vais trouver des données qui collent avec ces données empiriques. Parce qu'en fait, ça, c'est mes grandeurs probabilistes. C'est les grandeurs que j'ai sur ma distribution. Ça, c'est les grandeurs que j'ai numériquement. Okay. Ce que j'appelle M chapeau K, c'est tout simplement la moyenne des observations à la puissance K. Okay. Donc, je fais la somme des YI puissance K. Donc, par exemple, M1, M chapeau 1, c'est Y bar. Mais M chapeau 2, c'est la moyenne des YI à la 2. Okay. Donc, je peux définir comme ça mes moments. Et ce que je suis juste en train de dire, c'est si jamais j'ai mon moment d'ordre 1 qui vaut une certaine fonction de paramètre θ et j'ai mon moment empirique, je vais m'arranger pour que ça coïncide. Voilà. Donc, c'est d'une manière un petit peu compliquée et pompeuse, mais c'est juste ça que ça raconte, c'est de dire, en fait, je vais arriver à un système d'équations que je vais pouvoir résoudre simplement en disant, je vais chercher le paramètre θ qui me permet de coller sur mes moments. Okay. Alors, le fait qu'on ait le cas de la loi moins θ, θ est un peu problématique parce qu'il ne rentre pas exactement dans ce cadre-là. Il faudrait que j'autorise à faire sauter les moments pour lesquels il n'y a pas de lien avec les paramètres θ, mais bon. Dit de manière simple, ça serait, voilà, supposons que j'ai une loi normale. Okay. Je rappelle que pour une loi normale, mu sigma 2, on sait que l'espérance, ça vaut mu. L'espérance de votre variable y, ça vaut mu. Et donc, de manière assez naturelle, l'estimateur du paramètre mu, ça serait y bar. On sait que la variance de y, c'est sigma à la 2. Dans ces cas-là, l'estimateur naturel de sigma à la 2, ce sera la variance empirique des y, c'est-à-dire S2. Okay, je suis juste en train de dire, on va se contenter de prendre les moments et de coïncider. Voilà, c'est très très simple. Alors, en fait, ici, je vous dis qu'on prend les moments bruts. En fait, techniquement, on peut prendre ce que j'appelle les moments centrés. Donc, les moments centrés, c'est qu'au lieu de dire, par exemple, que je prends l'espérance, que je prends 1 sur n, la somme des YI, je vais prendre la variance des Y. Okay. Donc, je m'autorise le fait, on s'en fout, en fait, c'est pas très gênant, de dire qu'on travaille sur les moments centrés versus les moments. Alors, je vais vous faire un petit exemple pour que vous compreniez, parce que ça peut paraître un petit peu abstrait pour l'instant, mais encore une fois, le principe de la stat, c'est qu'on va essayer de mettre un formalisme à des règles de bon sens. Okay. Le maximum de vraisemblance, ce n'était pas complètement stupide, c'est juste de dire, si jamais j'ai une probabilité de tomber sur un échantillon qui va dépendre de mon paramètre, je vais prendre le paramètre qui me donne la plus grande probabilité de tomber sur mon échantillon que j'ai observé. C'est du bon sens, c'est un peu formel à écrire, on arrive sur un problème d'optimisation. Il s'avère qu'à résoudre un problème d'optimisation d'un point de vue informatique, c'est plus simple que d'essayer de résoudre un système. En particulier un système qui serait potentiellement non linéaire avec des choses compliquées. Voilà. Donc juste pour vous dire, le maximum de vraisemblance, ça peut paraître compliqué, mais c'est pour plein de raisons un des meilleurs estimateurs qu'on puisse construire.
Donc, c'est celui qui est abondamment utilisé dans tous les articles et dans tous les modèles, en fait, dans tous les modèles qui sont utilisés, on va faire du maximum de vraisemblance parce que c'est le truc le plus simple qu'on sache faire. Okay, la théorie peut paraître un tout petit peu complexe, mais j'ai passé pas mal de problèmes sous le tapis, mais voilà, c'est quelque chose d'incroyablement simple à faire. Il suffit d'écrire la vraisemblance, enfin la log vraisemblance, c'est-à-dire techniquement juste faire la somme de vos log densités. Okay, à partir du moment où vous savez écrire votre densité, vous avez la somme de vos log densités, vous faites rouler une routine d'optimisation et numériquement vous l'avez. Donc en fait, c'est très très simple à obtenir le maximum de vraisemblance. La méthode des moments, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait même pas à quel moment on veut utiliser. Mais voilà, ça reste du bon sens, c'est juste de dire, si jamais je ne sais pas comment choisir mon paramètre, je vais prendre le paramètre qui en fait me donnerait comme moment, c'est-à-dire comme espérance, la moyenne empirique que j'observais ces données. C'est aussi simple que ça. Okay, donc, exemple très simple, je reviens sur mon petit exemple de satisfaction dans mon cours. J'interroge 15 personnes pour savoir si jamais elles apprécient ou pas le cours. Donc derrière, c'est des lois de Bernoulli. Okay, donc je suppose que j'ai des variables YI qui suivent des lois de Bernoulli de paramètres P. Okay, ce qu'on sait, c'est que quand on a une loi de Bernoulli, l'espérance de nos observations, X, Y ou X, peu importe, donc je vais appeler ça X, l'espérance des XI, c'est P. Okay, vu qu'on veut estimer P, dans ces cas-là, il suffit de dire que je vais prendre X bar et ça sera P chapeau. Voilà, donc c'est juste ça qu'on est en train de dire. Hein, c'est juste de dire l'estimateur naturel de la proportion par la méthode des moments, ça va être tout simplement celui qui va me donner la même espérance. Et il s'avère que l'espérance correspond à une probabilité dans le cas de notre Bernoulli. Donc, c'est l'espérance de votre Bernoulli, c'est la probabilité de tomber sur 1. Et donc, on récupère ça. On a en plus quelque chose qui est relativement pratique dans le cas de l'estimateur par la méthode des moments, c'est que on a une normalité asymptotique. Donc ça, j'en parlerai beaucoup à partir des slides qui viennent. C'est que ça nous permet de faire des tests et de faire des intervalles de confiance. Donc cette propriété, elle va être intéressante, c'est qu'avoir un estimateur qui est construit comme une moyenne, ça veut dire que dans ces cas-là, on peut faire tout ce qu'on veut avec du théorème central limite et ce genre de choses. Donc on peut récupérer des intervalles de confiance. Okay, je ne vais pas prendre d'avance ici, mais voilà, c'est ça qu'on va utiliser par la suite, c'est que en normalisant correctement cet estimateur, dans ces cas-là, je peux montrer que je peux avoir un intervalle de confiance et je peux dire où est-ce qu'il sera dans 95% des cas. Maintenant, supposons que je n'ai pas un Bernoulli, mais une loi de Bernoulli, mais j'ai une loi binomiale. Okay, donc supposons que j'ai des observations YI qui suivent des lois binomiales. Alors, ce serait quoi l'exemple? Supposons que voilà, dans la bouche, il y a des caries. Okay, on va supposer, pour faire simple, qu'il y ait une carie par dent au maximum. Et voilà, supposons que j'ai observé des caries sur des dents d'animaux. Okay, je me prends une espèce d'animal et j'observe sur une cinquantaine d'animaux combien est-ce qu'ils ont de caries. Okay, donc, premier animal, j'observe 3 caries. Deuxième animal, j'observe 7 caries. Troisième animal, j'observe 0 caries. Puis après 7, puis 2, puis 1, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc j'observe des données. Ce que je me dis, c'est, je connais mon modèle probabiliste. Je sais qu'un animal, il a un certain nombre de dents dans sa bouche, il en a n, qui a une certaine probabilité d'avoir une carie sur une dent. Et donc le nombre de caries que j'observe sur un animal donné, ça devrait suivre une loi binomiale de paramètres NP. Sauf que je ne connais pas la race d'animaux, je ne sais pas combien de dents ils ont. Voilà. Donc je ne connais ni N ni P. Est-ce que je peux utiliser mes données pour inférer N et P? Okay, donc, si vous avez compris l'histoire de ma méthode des moments, ça va être juste de dire, c'est facile, j'ai besoin de connaître l'espérance et la variance, je reprends les espérances empiriques et les variances empiriques, et j'identifie les deux. Donc, l'avantage, c'est qu'une loi de Bernoulli, on connaît son espérance, c'est NP. La variance, c'est NP 1 - P. Dans ces cas-là, on dit juste. Le premier, ça voudra juste dire que la moyenne Y bar, ça va être N chapeau, P chapeau. Et le deuxième, ça va être de dire, je prends ma variance empirique, et ça va être N chapeau, P chapeau, 1 - P chapeau. Donc, l'écriture du problème est triviale. Trivial. Il faut juste avoir ce petit calcul qui a été fait un jour. Donc, il faut juste connaître les moments théoriques. Et dans ces cas-là, j'ai plus qu'à identifier ensuite. Alors, le plus qu'à identifier, là, il s'avère qu'on peut le résoudre. Parce que même si c'est non linéaire, okay, puisque je me retrouve à faire du produit entre N et P, puis après du produit entre NP et 1 - P. Donc, on est sur des choses qui potentiellement sont un peu compliquées, mais en fait, ça peut s'inverser. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que je peux récupérer P chapeau et N chapeau. Okay, donc, en fait, ce système peut se résoudre. Donc, ça marche. Mais on a un petit problème, c'est que potentiellement, autant P est forcément toujours plus petit que 1, essentiellement parce que comme S carré est positif, Y bar moins S à la 2 est toujours plus petit que Y bar.
Et donc, il n'y a pas de souci, le numérateur est toujours plus petit que le dénominateur, donc c'est plus petit que 1. Okay, donc, j'ai bien une probabilité qui est plus petite que 1. Par contre, ça peut être négatif. Et ça, c'est un petit peu gênant tout d'un coup. Si vous commencez à dire, ah, tiens, ma probabilité vaut moins 0,2, ça ne marche pas. Donc, l'idée peut paraître hyper naturelle, mais en fait, naturellement, enfin, on peut avoir des soucis. Okay, donc, on peut avoir des soucis quand il est en dimension 2. Alors, on peut même en avoir en dimension 1. Et je reviendrai là-dessus dans un instant, quand je vous ferai la loi uniforme. Okay, alors, avant, je vais juste vous faire un petit exemple pour qu'on manipule un petit peu nos deux estimateurs. Okay, on va le faire sur une loi qu'on ne connaît pas. Faisons ça simple. Donc, je me donne cette densité sur 0,1. Voilà. Donc, il s'avère que c'est bien une densité. Okay, alors, comment je fais pour savoir que c'est une densité? Je vous rappelle, une densité, c'est quoi? C'est de dire que c'est une fonction qui est positive. Et ça, il n'y a pas de sous-type. Alors, il faut juste peut-être que je précise que θ est positif. Okay, donc, comme θ est positif, le premier terme est positif. Y, il est dans 0,1. Donc, il n'y a pas de souci. Puis, élevé à une puissance, c'est toujours positif. Donc, il n'y a pas de souci, cette fonction est bien positive. Pour que ça fasse une fonction, une densité, il faut que l'intégrale sur le support soit égale à 1. Donc, en l'occurrence, l'intégrale de 0 à 1 de f de y dy doit être égale à 1. Alors, l'avantage, c'est que cette fonction n'est pas très compliquée, c'est-à-dire que θ puissance 1 moins θ, donc cette fonction f, okay, cette fonction f, je peux trouver sa primitive assez facilement. C'est que sa primitive, c'est f de y qui est y puissance θ. Simplement parce que si je dérive cette fonction-là, y puissance θ, ben, la dérivée, c'est θ multiplié par y puissance θ moins 1. Okay, donc, c'est bien sa fonction de répartition. Et en fait, je peux calculer la valeur que ça prend en 1. Donc, cette valeur, c'est tout simplement f de 1 moins f de 0. Okay, c'est le principe du calcul intégral. Et donc, il suffit de prendre la valeur en 1. Donc, j'ai 1 puissance θ, ce qui fait 1. 0 puissance θ, ce qui fait 0. Donc, ça tombe bien, cette intégrale vaut 1. Donc, effectivement, j'ai bien défini une densité. Okay, donc, l'exercice n'est pas stupide. Bon, c'est un tout petit peu rassurant. Maintenant, j'ai des données. Est-ce que je peux trouver le paramètre associé à cette distribution-là? Okay, donc, j'ai ce jeu d'observations. Donc, je ne sais pas combien j'ai de données, peut-être on va dire une quinzaine. Okay, donc, j'ai un certain nombre d'observations et j'aimerais bien trouver le paramètre optimal quelque part, le paramètre un estimateur de mon paramètre θ, si jamais je suppose effectivement que mes données, alors je peux bien vérifier, elles sont dans 0,1, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai envie de trouver la meilleure distribution, enfin plutôt la distribution qui serait la plus proche de ce qu'il y a dans mes données, quoi. C'est ça le problème qu'on se pose. Okay, donc, si jamais je vous pose ce problème comme ça, vous allez me dire, ben, je ne sais pas faire. Sauf qu'on vient de voir deux méthodes. Donc, on a deux méthodes qui, a priori, vous permettent de construire un estimateur si jamais vous n'avez rien d'autre comme information que la distribution puis des données. Okay, le premier, c'est la méthode des moments. Enfin, c'est le deuxième que j'ai présenté, mais c'est celui qu'on vient de voir à l'instant. Donc, l'idée de la méthode des moments, c'est quoi? C'est de dire, calculons l'espérance. L'espérance de y, je vous rappelle que c'est par définition l'intégrale de y, fy dy. Okay, c'est une définition, je l'ai mis comme définition dans le chapitre 3. Okay, voilà, donc il suffit de faire un calcul d'intégrale, quoi. Donc c'est pas trop méchant, donc on a un paramètre θ, celui-là il peut sortir de l'intégrale. J'ai du y multiplié par y puissance θ moins 1, ce qui fait du y puissance θ. Okay, et donc je récupère cette fonction à intégrer, mais ça on sait faire. C'est à peu près la même chose que ce que je disais tantôt. Quand vous avez une fonction qui s'écrit y puissance θ, je peux calculer sa primitive. C'est y puissance θ plus 1 sur 1 plus θ. Donc, je récupère la fonction qui se trouve au centre. Okay, donc, j'ai juste besoin de prendre les valeurs en 1 et les valeurs en 0, puis de prendre la différence. Donc, tout simplement, on peut montrer que la différence entre les deux, ça va me faire du 1 sur θ moins 1, 1 θ plus 1, et je multiplie par θ, ce qui me donne θ sur θ plus 1. Donc, ici, l'espérance de y, c'est θ sur θ plus 1. Mais ça tombe bien, on avait dit, on veut juste que mon espérance soit une fonction de θ. Et dans ces cas-là, j'ai qu'à identifier, c'est-à-dire l'espérance de y, je vais l'approcher par sa moyenne. Donc j'ai mon y bar. Et ça devrait être égal à m de θ chapeau. Donc après, il suffit d'inverser. Alors, c'est pas très compliqué, mais il suffit de. On a une équation très franchement, on arrive sur une équation linéaire de degré 1, donc c'est pas très compliqué à inverser. Et donc, on récupère que θ chapeau, c'est tout simplement y bar sur 1 moins y bar. Okay, donc, l'estimateur de la méthode des moments, ça vous dit juste, vous prenez la moyenne et vous divisez par 1 moins la moyenne. Et ça vous donne l'estimateur par la méthode des moments de cette distribution-là à partir de ces données-là. Okay, donc, on a notre estimateur de la méthode des moments, c'est y bar sur 1 moins y bar. Alors, je peux faire du maximum de vraisemblance. On a vu, et on avait dit que ce n'était pas si compliqué que ça. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça, il faut juste revenir un tout petit peu en arrière.
ma densité, elle s'écrit θ y1 moins puissance 1 moins θ moins 1. Okay, donc ça, je vous rappelle que ça veut dire quoi? Ça veut dire ma log vraisemblance, ça va être la somme des logs des f des y. Okay. Or, le log, ça va être facile à faire parce qu'il faut que je prenne le log de cette expression-là. Le log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc, je récupère le log de θ plus le log de y puissance θ moins 1. Là, j'utilise le fait que le log d'un produit, ça reste le somme des logs. Donc, en fait, le log de ma puissance, ben, ça va s'écrire comme θ moins 1 multiplié par log de y. Okay. Et donc, si jamais vous récapitulez tout ça, ma somme, donc je retrouve à sommer n fois, désolé, à sommer n fois cette partie-là. Donc, j'ai mon log de θ fois n. Okay. Ensuite, je me retrouve à sommer n fois à sommer plutôt sur toutes les observations θ moins 1 fois le log des xi. Donc, je me retrouve avec mon θ moins 1 log des xi que je somme. Okay. Donc, on arrive à cette expression-là. Donc, on est content, on a récupéré notre log vraisemblance. Donc, soit vous vous dites, je ne vais pas me fatiguer, je le passe dans un ordinateur et je récupère sa valeur numérique. Sauf erreur, je dois le faire dans le slide après, mais sinon, ce n'est pas très grave. On va le faire numériquement. Donc, cette fonction, encore une fois, je dis que ma vraisemblance est une fonction de θ. Donc, j'ai besoin de dériver cette fonction-là. Mais ça, c'est pas méchant parce que la dérivée du log de θ, c'est 1 sur θ. Donc, je récupère n sur θ. Pour la partie de droite, bah, on récupère θ fois le somme de quelque chose, moins la somme. En tant que fonction de θ, j'ai quelque chose qui est linéaire. J'ai θ fois une constante. Et donc, quand je dérive par rapport à θ, ça vaut la constante. Donc, il ne me reste que ma somme. Et le terme de droite, il n'y avait que la somme, il n'y avait pas de θ qui intervenait, donc la dérivée va s'annuler. Donc, en fait, je me retrouve avec du n sur θ plus la somme des logs des y. OK. Et donc, ce que nous dit la condition du premier ordre, c'est de dire l'endroit où la log dérivée va s'annuler, c'est l'endroit où la dérivée va l'endroit où la log vraisemblance est maximale, c'est l'endroit où la dérivée s'annule. Et donc, je veux savoir quand est-ce que ça s'annule, pour quelle valeur de θ ça s'annule. Ça va s'annuler quand θ chapeau, qui se trouve ici, au dénominateur, va être égal à moins la somme des logs des y. Donc ça, si je l'inverse, ça me dit juste θ chapeau, c'est moins n divisé par la somme des logs des y. Alors, c'est une expression qui n'est pas si compliquée que ça, parce qu'il y a un signe moins, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais le terme qui apparaît à côté, enfin, plutôt si jamais je le lis à l'envers, je récupère la somme des logs des y divisé par n, et je prends son inverse. Or, la somme des logs des y divisé par n, c'est la moyenne des logs, en fait. Okay. Donc, on est juste en train de dire, on prend le log des y, je prends leur moyenne, et alors je les inverse, et je prends l'opposé. Okay, c'est un peu moche, mais en tout cas, ce n'est pas une expression si compliquée que ça. Okay. Donc, je peux le calculer numériquement. On voit que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, je vous rappelle, dans le premier cas, on avait obtenu θ chapeau qui vaut y bar sur 1 moins y bar. Ça, c'est l'estimateur de la méthode des moments. Numériquement, ça vaut 4,06. L'estimateur par la méthode des moments, du maximum de vraisemblance, nous dit qu'il faut prendre moins n divisé par la somme des logs des observations. Et ça vaut 4,16. Donc, on a une observation, on a cette fois-ci deux estimateurs qui sont différents, contrairement à tous les exemples classiques de loi normale, de loi Bernoulli, tout ça. Donc, on a deux valeurs qui sont un peu différentes. Alors, on pourrait se demander, mais ça change quelque chose ou pas, fondamentalement? Okay, c'est là qu'on va arriver à la notion d'intervalle de confiance. Okay, avoir un intervalle de confiance permet de me dire, OK, c'est 4,16, mais est-ce qu'en vrai, c'est plutôt 4,5 ou est-ce que c'est plutôt 4,14, 4,18? Auquel cas, les valeurs sont vraiment différentes. Okay, alors, la première piste qu'on a, c'est ce qu'on a sur le graphe de droite. Sur le graphe de droite, j'ai mon histogramme de mes observations en bleu et j'ai tracé mes deux densités. D'accord? Donc, j'ai mes deux densités qui sont respectivement θ exponentielle, y de θ moins 1, et j'ai pris la première valeur de θ qui vaut 4, alors je pense qu'elle est en rouge, et la valeur qui est en jaune qui est à 4,16, on voit que ça nous donne à peu près la même distribution. Donc, si je le dis un peu rapidement, j'ai l'impression que c'est la même chose, quoi. D'accord? Donc, ça ne nous donne pas une grande différence. Les deux estimateurs sont certes mathématiquement différents, numériquement différents, mais voilà, quand on regarde la distribution avec nos 15 observations, savoir si on a la courbe rouge et la courbe jaune, littéralement, on s'en fout. D'accord? Donc, on a une valeur qui est relativement acceptable, qui est qu'effectivement, le paramètre θ doit être proche de 4, peut-être un petit peu plus grand. Et voilà ce qu'on observe. Okay. Alors, en fait, techniquement, j'aurais pu le faire avec FitDist. Je vous avais dit qu'on a pas mal voilà, il y a pas mal de choses que je vous fais, mais qui peuvent se faire d'un point de vue purement numérique sans avoir rien compris du tout à quoi que ce soit de ce que je vous racontais. Il suffit de définir la densité. Okay. Donc, ma densité, je dis juste, c'est θ
en l'occurrence, je l'appelle x ici. Pardon. Θ, x puissance θ moins 1. Okay. Donc c'est ce que je note ici, θ fois x puissance θ moins 1. Je peux utiliser phi de Dijkstra, okay, sur mon échantillon, et je lui donne ma densité F. Okay. Alors la seule chose, c'est que j'ai besoin d'un point de départ. C'est un tout petit peu technique, mais voilà, c'est un algorithme numérique d'optimisation, donc j'ai besoin de lui donner une valeur initiale pour commencer. Je lui dis que θ vaut 1, juste pour qu'il commence avec quelque chose. Et ce qu'on voit, c'est qu'il nous donne 4,16, qui est l'estimateur en fait du maximum de vraisemblance. Donc la fonction phi de Dijkstra vous permet de récupérer l'estimateur du maximum de vraisemblance, et ça correspond très exactement avec mon moins 25 divisé par la somme des logs des observations. Okay. Donc on récupère notre estimateur, et là, encore une fois, je prends un tout petit peu d'avance sur ce qu'on fera ensuite. On aura une autre information, c'est l'écart type. Okay. Donc on a l'écart type de notre estimateur, ce qui permettra de construire l'intervalle de confiance. Okay. Donc on a toujours les mêmes conventions qui sont l'estimateur et entre parenthèses les écarts types. C'est la notation standard quand on fait l'estimation. Quelles que soient les applications dans n'importe quel domaine, on a toujours ces notations-là. Quand on a des tableaux de sortie d'estimation, on met la valeur numérique et entre parenthèses l'écart type pour pouvoir ensuite faire des tests et voir un petit peu. Mais ça arrivera plus tard les tests. Okay. Donc je ne prends pas trop d'avance. Et des fois, ça ne marche pas. Voilà, des fois, ça ne marche pas, c'est pourri. Donc la méthode des moments, je vous ai déjà dit, des fois, ça peut vous donner des probas négatives. Là, je vous montre un autre exemple. C'est le cas, donc on avait l'impression que ça ne marchait pas parce qu'on avait deux paramètres. Et donc on avait des problèmes de contraintes. Là, j'ai juste un paramètre. On va voir qu'on a un petit souci. Le cas de la loi uniforme sur 0θ. Okay. Donc on est uniforme sur 0θ. Donc encore une fois, quand on a une loi qui est uniforme sur un support, bah, la valeur moyenne, c'est la valeur qui est au milieu. Okay, c'est le principe de la loi uniforme. Donc on se place au milieu. Et donc l'espérance de ma variable, c'est θ sur 2. Okay, donc G, c'est θ sur 2. Donc là, on retombe exactement dans la propriété que j'évoquais, qui est que l'espérance de Y, bah, c'est une certaine fonction de θ. En l'occurrence, c'est une fonction qui est assez simple, qui consiste juste à dire on prend la moitié. Et donc, je dois avoir y bar qui est égal à θ chapeau sur 2, ce qui veut dire que θ chapeau, c'est 2y bar. Okay. Donc, je construis comme ça mon estimateur par la méthode des moments. Donc, par exemple, ici, j'ai des observations. 1, 2, 3, puis j'en ai encore 3 ici, puis j'en ai encore ici. Okay, donc, j'ai obtenu mes observations. Y bar, il est ici. Ben, dans ces cas-là, ce que ça nous dit, c'est qu'on commence en 0 et on va jusqu'en 2y bar. Ça, c'est la bande sup et c'est donné par mon estimateur θ chapeau. Donc, ce que ça nous dit, c'est que mes observations sont à peu près uniformes sur 0, 1.6. Okay. Ici, j'ai deux observations. Je suis à peu près uniforme sur 0, 1.2. Ou peut-être un peu plus grand, 1.3. Okay. Donc, comment je récupère cette bande sup? Tout simplement en disant, ben, je vais prendre 2y bar. Alors, j'ai un petit problème sur le graphe du milieu. Sur le graphe du milieu, ben, j'ai mes observations qui sont réparties uniformément. C'est mon hypothèse de base. Mais si jamais je prends la moyenne, elle est à peu près, on va dire, à 0.6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma bande sup, elle est à 1.2. Donc je suis en train de dire, mes variables sont uniformes sur 0, 1.2. Le problème, c'est que j'ai un point qui est en 1.5. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que tout d'un coup, j'ai une observation qui n'est pas dans mon support. Et ça, c'est un petit peu délicat quand même. D'avoir des observations qui ne sont pas dans le support, ça veut dire en gros que le modèle ne marche pas. Okay. Donc la méthode des moments, elle est bien, elle est jolie, elle paraît naturelle, mais en fait, il y a plein de cas pour lesquels on a des problèmes. Donc, on va un peu la mettre de côté. On pourra la ressortir. Encore une fois, il y a pas mal de cas pour lesquels l'estimateur du maximum de vraisemblance correspond à la méthode des moments. Okay. Il y a des cas pour lesquels ça ne marche pas. Alors, en l'occurrence, ici, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez essayer de trouver l'estimateur du maximum de vraisemblance de votre paramètre. Alors, juste pour vous donner l'information, la valeur, ça sera le maximum. Okay. Donc, c'est un estimateur qui peut être amélioré parce qu'on voit que le maximum, c'est peut-être pas non plus idéal. On pourrait rajouter un petit quelque chose. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si ça vous intéresse. Dans ces cas-là, envoyez-moi un mail et je répondrai. Mais voilà, on peut construire un estimateur qui a beaucoup plus de sens, en tout cas que 2 fois la moyenne, parce qu'il n'y a pas de raison pour que toutes les observations soient dans ce support 0, 2 fois la moyenne. Okay. Donc il y a un problème avec ce modèle-là. Mais la méthode des moments reste intéressante, principalement parce que on a du théorème central limite. Comme je vous l'ai dit, quand on voudra faire des intervalles de confiance et des tests, on a besoin d'avoir des lois. Okay, donc, je ne peux pas me contenter d'avoir des estimateurs numériques. Quand on fera des intervalles de confiance, on voudra des intervalles. Et quand on fera les tests, on voudra des distributions. Okay, donc, on avance graduellement. Hein. Encore une fois, chaque chapitre n'est pas indépendant des autres. On avance graduellement pour la construction des tests, en fait, qui sont le but du cours. Le but du cours, ce n'est pas de faire des probas théoriques ou quoi que ce soit. Le but est de pouvoir construire un test proprement, de manière intelligente, qui marche bien. Et de comprendre comment ça marche.
Okay, donc j'ai besoin de comprendre comment sortent mes distributions. Mes distributions, elles viennent essentiellement de cette propriété-là, qui nous disent que quand on a un estimateur qui est construit comme étant la moyenne, bah, la moyenne, on sait que racine carrée de n, la moyenne centrée, ça va tendre vers une loi normale de 0, et dont la variance, bah, c'est en fait la variance de vos observations. Et donc ça c'est cool parce que ça permet de vous donner un intervalle de confiance, parce que donc ça marche bien si jamais effectivement l'espérance de x, c'était mon paramètre θ, et dans ces cas-là, θ chapeau, bah, ça vaut x bar, et dans ces cas-là, je peux récupérer, tout simplement, je suis en train de dire θ chapeau à peu près. Alors, encore une fois, je vais peut-être insister un tout petit peu sur les notations. Le θ chapeau qui se trouve là-haut, c'est l'estimation, c'est la valeur numérique, mais je peux m'intéresser à θ chapeau de grand Y, qui est une variable aléatoire, et ça, je peux dire à peu près ça suit une loi normale. Et donc, si je mets ça suit une loi normale, bah, je suis capable de dire, OK, il y a 95 chances sur 100 pour que je sois dans cet intervalle-là. Voilà, je peux faire des intervalles de confiance et tout ça. Mais le point qui est important, et encore une fois, je vais arriver sur des trucs à étoiles, désolé, c'est de noter que dans certains cas, on n'avait pas cette espérance qui était égale à θ, mais on avait m de θ. Et en fait, on a un théorème qui nous dit qu'en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que si jamais je pose g qui est égal à mon m-1, donc ce qu'on avait dit, c'était que θ chapeau, c'était m-1 de x bar. Okay. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a encore de la normalité asymptotique. Donc, à partir du moment où on est sur des objets qui sont juste construits autour des moyennes, bah, en fait, on peut construire des intervalles de confiance, il n'y a pas de souci. Donc ça va être le point clé pour toute la suite. Okay. Le fait que les moyennes, on sait comment elles se comportent, mais on peut avoir des problèmes. Okay, donc j'essaie de synthétiser tout ce qu'on vient de voir sur les estimateurs. Il y a la première méthode qui est le maximum de vraisemblance. C'est un peu théorique, un peu conceptuel, mais ça marche hyper bien. Et c'est ce que font tous les logiciels. Tous les logiciels, quand je vous montre FitDistre, par défaut, c'est le maximum de vraisemblance. Encore une fois, c'est très simple, parce que numériquement, on sait faire de l'optimisation. Et je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est la base de tout le cours de stats, en fait. La base de tout le cours de stats, d'un point de vue numérique, quand on travaille avec des données, c'est qu'on sait faire de l'optimisation. Un ordinateur, c'est super fort pour faire de l'optimisation. Okay, c'est ce qui explique plein de choses, le deep learning et tout ça. C'est basé sur du fait qu'on sache faire de l'optimisation. Okay, donc, comme je sais faire l'optimisation, exploitons-le. Quand on est sur la méthode des moments, c'est un peu plus tordu parce qu'on est sur des équations un peu plus compliquées, on a des systèmes d'équations à résoudre et ça, c'est plus complexe. Okay, et en plus, on peut avoir des petites difficultés d'interprétation derrière, mais on a une propriété assez élégante de convergence de nos estimateurs. Alors, il s'avère que dans le cas gaussien, dans le cas du maximum de vraisemblance, on a aussi des propriétés de normalité asymptotique, donc d'approximation normale à peu près de nos grandeurs. Okay, donc, l'histoire des lois normales, encore une fois, j'ai fait un chapitre dédié autour de ça. On va les voir ressortir dans un instant quand on va faire les intervalles de confiance. Okay, quand on est dans un monde gaussien, quand on a des approximations normales, on est dans un monde qu'on contrôle bien et on peut faire des choses. Okay, donc on va essayer d'avancer un petit peu autour de ça, puis je vous retrouve dans un instant sur la semaine prochaine. Enfin, quand vous avez envie, on pourra avancer sur les intervalles de confiance.